1, 2. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde qui va porter à nouveau sur le marché des matières premières. Je pense que vous avez tous suivi, ou en partie, l'intervention du professeur Chalmin qui était très éloquente et très claire sur ce qui se passe sur les marchés depuis des mois et ce qu'on va traverser dans les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années. Aujourd'hui, à 13 h, pendant 1 heure, on va se concentrer sur comment réagissent les entreprises agroalimentaires. Donc le thème de cette table ronde, c'est résilience, agilité, anticipation. Comment les entreprises agroalimentaires font face aux hausses des marchés matières premières. Et donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités de qualité. Thomas Decroix, qui est directeur du développement et de la transformation de Solina, et également Éric Lemoine, acheteur matières premières agricoles pour le groupe Agromousquetaires. Moi-même, Anthony Anger, je suis vice-président du Conseil national des achats pour la Bretagne et également directeur achat du groupe Europe Snack. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est quand même pour que vous nous connaissiez un petit peu plus, en fait, c'est vous présenter nos organismes respectifs. De mon côté, donc, je représente le CNA, qui est une association, donc le Conseil national des achats, qui est l'association de référence de la fonction achat. Donc c'est une association qui fédère à peu près 18 000 professionnels, des directeurs achats, des managers achats, des acheteurs, issus de grands groupes ETI, PME, start-up, du secteur du public, du privé, bref, on couvre très large. On organise à peu près 200 événements par an, des webinaires, des conférences, des interventions comme aujourd'hui. On a des publications professionnelles avec différents supports et également on a un engagement très fort au niveau des achats sur promouvoir et défendre l'équilibre entre les acheteurs et leurs fournisseurs. Donc nous sommes co-créateurs avec la médiation des entreprises du label Relations fournisseurs responsables et de la charte du même nom. Voilà pour le CNA. Et également, juste très rapidement, donc je travaille chez Europe Snack. Europe Snack qui est un des leaders européens des produits de snacks, comme son nom l'indique. 2000 personnes, à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, basés en Vendée, en Angleterre, également en Espagne. Thomas, est-ce que tu peux te présenter Solina? Oui, donc je vais vous présenter Solina. En fait, on est voisins, puisque Solina, ça a été créé il y a un peu plus de 20 ans, à Bréal-sous-Montfort, juste à côté. Et Solina, c'est une entreprise de tradition culinaire et de recherche et développement qui source des ingrédients, et on en parlera dans le monde entier, pour produire des solutions culinaires, fonctionnelles, nutritionnelles pour l'industrie agroalimentaire. Donc je vais prendre des exemples concrets. Ça peut être un plat préparé pour Agromousquetaires, ça peut être du coating autour de nuggets, des sauces. Et c'est un service et pas une vente de produits, puisqu'on est sur du sur-mesure pour l'ensemble de nos clients. Donc on a autant de recettes et donc du coup de sourcing pour chacune des applications qu'on vend à nos clients. Ce groupe breton, il a plutôt bien prospéré, il continue, puisqu'aujourd'hui on est dans 19 pays. Et on verra en quoi ça peut être aussi une force sur la partie sourcing. Et aujourd'hui, on fait un peu plus de 700 millions, 730 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec toujours un ancrage très fort au niveau local, qu'on renforce, mais avec la puissance d'un groupe. Et là, au niveau notamment achat, résilience, agilité, on verra en quoi ça peut avoir des freins ou apporter de la puissance. Merci Thomas. Éric? Alors, écoutez, Agromousquetaires, donc c'est le pôle industriel du groupement Les Mousquetaires. C'est des métiers divers et variés qui vont de l'environnement de la viande à l'environnement boulangerie, épicerie et traiteur, en passant par le non alimentaire, l'énergie et la boisson, et puis je passe sur le lait. Donc c'est un environnement constitué de plusieurs métiers qui aujourd'hui forment un ensemble d'environ 60 usines, 11 000 collaborateurs, 4 milliards de chiffre d'affaires. C'est un environnement industriel qui alimente aujourd'hui les magasins Intermarché. Voilà.
principalement basées dans le Grand Ouest et exclusivement, les usines sont toutes implantées en France avec ce cœur historique breton. Très bien, merci. Alors, j'ai pas plus de support, hein, ça va être une discussion très ouverte, très libre. Première question, elle est relativement simple pour tous les deux. Je vais plutôt commencer. C'est la crise. Je pense qu'on l'a entendu. On est dans une période de crise depuis plusieurs mois. Ça va continuer. Ça va peut-être s'empirer. Je pense que personne n'a une boule de cristal, mais néanmoins, on est dans une configuration très particulière. Moi, ce que j'aimerais comprendre pour vos deux organisations, Solina et Agro-Mousquetaires, c'est comment vos entreprises respectives l'ont-elles vécu? C'est maintenant depuis 8 mois, 9 mois, 10 mois à peu près. Comment est-ce qu'elles l'ont vécu? Comment est-ce qu'elles ont été impactées? Thomas, si tu peux nous expliquer pour Solina. Ouais, bon, là, actuellement, depuis quelques semaines, on vit une crise terrible. Finalement, j'ai envie de dire que les crises, ça fait quelques années qu'on les vit avec plus ou moins d'intensité. Si on prend la flambée des matières premières, en fait, comment ça nous a impacté, comment on l'a anticipé, je pense que cette crise-là, on avait déjà des signaux faibles. Et puis, on a des grands experts, comme précédemment, qui nous éclairent un petit peu. Il y a aussi de l'intelligence sur, même en temps de Covid, rester très connecté au marché, hein, savoir se parler, prendre de l'information, sourcer très en amont de l'information. Je pense que ça, c'est clé. Et on en parlera peut-être aussi sur les métiers d'acheteurs. Je pense que c'est intéressant comment renforcer le métier d'acheteur, parce que c'est vrai que avant, on était dans un monde où la supply chain, hein, l'approvisionnement, c'était une commodité. On appuyait sur un bouton, on avait notre produit, et puis on essayait de créer la valeur plus en aval de la chaîne. Et là, depuis 2 ans maintenant, hein, la supply chain est devenue stratégique. Donc on était avant dans un monde où, en fait, comme c'était une commodité, on essayait de le rendre le plus performant possible, hein. Des phénomènes de centralisation, des gros bassins de production, centraliser les industries de transformation, etc. Et nous, on le voit particulièrement chez Solina, ce monde, il est terminé. Hein, aujourd'hui, on veut maîtriser cette supply chain, c'est devenu un axe stratégique pour pouvoir servir le client et maîtriser tous les paramètres de qualité, etc. Et donc, il y a un revirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs qui ont été vers cette mondialisation et vers de la centralisation et de l'optimisation à outrance de cette supply chain, aujourd'hui sont en difficulté. Donc comment on a vécu cette crise de la flambée des matières? Tout d'abord, nous on est très exposés puisque on source des ingrédients, de la matière première agricole partout dans le monde. Au niveau du groupe, c'est 18 000 ingrédients. Hein, ça peut être des épices, des extraits végétaux, des composants alimentaires. En France, c'est 1800 ingrédients. Donc on est très exposé. Et à la fois, le fait d'être dans de la customisation, de ne pas être lié à un produit, on a autant de produits que de clients et de recettes. Ce qui fait que quand nous, on fait un mix d'une sauce, d'une application fonctionnelle pour faire du jambon sans nitrite, par exemple, on mixe 23 ingrédients. Et ces 23 ingrédients, même la recette, elle est spécifique au client. Donc, on a une capacité aussi de bouger qui est un peu plus forte. Et donc, sur cette crise, en fait, on a vu les premiers signaux très forts sur l'inflation des matières en avril-mai l'an dernier. Première chose, c'est que on a très très vite travaillé avec nos clients, même si on n'avait pas tous les tenants, les aboutissants. Hein, très vite, on leur a dit, là, il se passe quelque chose qui peut avoir tel type d'impact, il faut qu'on travaille ensemble. Donc je pense que cette anticipation, ça nous a permis de passer cette crise avec un taux de service qui est resté fort. Mais, donc on va, je pense, parler beaucoup de signaux faibles, de comment on n'est plus dans un mode de compétition, mais de collaboration. Hein, voilà, un peu la phrase clé, mais je dis collaboration is the new competition. Hein, c'est-à-dire que ceux qui ne collaborent pas, ils ont perdu. Et ça va même jusqu'à collaborer, même d'un point de vue, alors toujours éthique, mais avec des concurrents. Nous, ça nous est arrivé
d'être fournisseur d'un client qui lui-même s'approvisionne avec un de nos concurrents. Et pour assurer la continuité du service de notre concurrent, nous, on était en stock, on a pu aider. Et ça, je pense que ça préfigure un nouveau mode de fonctionnement dans nos industries et qui sera intéressant à décrypter. Et puis aussi, il faut avoir les personnes qui ont l'état d'esprit pour aussi le faire. Et je dirais que dans cette crise, ce n'est pas nos process qui nous ont aidés à sortir gagnants de la crise, mais c'est la mobilisation de toutes les équipes avec, et on en parlait tout à l'heure avec Eric, c'est depuis l'acheteur qui comprend bien le client, le besoin final, jusque la personne qualité, appro en usine, etc., tous conscience de ce qu'on doit délivrer au client. Et c'est cette mobilisation qui fait que ça marche. Et heureusement que on n'est pas trop lié au process, mais je dirais que ce n'est pas les process qui nous ont sauvés. Et c'est un de mes enseignements, c'est-à-dire qu'il va falloir faire de cette agilité un mode de fonctionnement, un état d'esprit, là où les process, ou peut-être les boîtes qui sont trop structurées dans leurs process, ont eu des problèmes. Juste une petite question, Thomas. Dans ce contexte quand même tendu, c'est vrai qu'il y a un modèle qui change. Est-ce qu'il y a eu quand même eu des tensions avec vos fournisseurs, avec vos clients? De quelle nature elles ont été? Comment vous avez traversé? Quel a été l'impact? En fait, j'ai pas senti beaucoup de tension. Enfin, étonnamment, mais c'est peut-être aussi parce que on est tous dans le même bain. C'est-à-dire que moi, je suis assez en amont du produit fini, mais entre guillemets, les sujets qu'on avait sur la table de cette inflation de matière, de la nécessité de délivrer ensemble le produit, finalement, mon client qui peut être Europe Snack ou Agro Mousquetaire, il avait la même vis-à-vis d'Intermarché ou de... Donc franchement, moi j'ai une tension collective, c'est certain, qui nous a obligés à sortir des clous en permanence, mais pas de tension de rupture. D'accord. Merci Thomas. Eric, côté Agro Mousquetaire, c'est un calme plat, j'imagine, depuis quelques mois. Nous, on vit 2 ans de paisible, apaisé, développement. Non, je vais revenir à la vraie vie. Nous, on sort de 2 ans terribles. Mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Thomas. On a changé de monde. Le monde du mass market est terminé. On va vers une spécialisation de l'industrie agroalimentaire parce qu'on monte en gamme, parce qu'il faut se diversifier, parce qu'il faut investir. On le constate aussi. Et ça l'oblige. Et ça oblige aussi à être dans un mode collaboratif avec son amont et avec son aval. Donc de travailler en collaboration avec la chaîne. Et là, donc ça, c'est le constat qu'on a évolué. Et après, on n'a même pas parlé de la valeur encore, là, qui aussi est un sujet de fond. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'industrie agroalimentaire se spécialise parce que c'est de plus en plus contraint à chaque étage, qualitativement, R&D, les achats, la logistique. Et donc, du coup, comme on est obligé de se spécialiser, parce que le marché attend des produits différents qui montent en gamme, on va vers ça. Ensuite, aujourd'hui, comment on l'a vécu? Une formidable résilience, des équipes incroyables. Moi, je vais tirer mon coup de chapeau des agriculteurs aux meuniers. Je ne sais pas s'il y en a, mais je les ai vus tout à l'heure, mes chers meuniers. Ils ne sont pas là, mais je pense à eux. Voilà, tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a trouvé des solutions. De l'agriculteur jusqu'à nous, jusqu'aux distributeurs. Aujourd'hui, on a eu une formidable résilience dans l'adaptabilité. Donc c'est je modifie les lignes, je modifie les typologies de produits, je vais modifier l'étiquetage, je vais modifier l'emballage. On est allé jusque-là et aujourd'hui, on a réussi à trouver des solutions ensemble, comme le dit Thomas. Aujourd'hui, on a pris conscience et les gens qui seront là demain, c'est les gens qui ont pris conscience de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire et on ne pourra pas faire sans qu'on se mette tout autour de la table pour trouver des solutions.
Aujourd'hui, le métier des achats, alors c'est peut-être un peu trop tôt là mais c'est un métier on est des hommes pour trouver des solutions. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on a trouvé les solutions depuis 2 ans? C'est de l'adaptabilité au niveau des usines pour modifier des gammes, réduire les gammes qui étaient trop petites, aller sur des gammes plus longues. Et aujourd'hui aussi, quand on a une inflation comme on a pu la connaître, c'est de trouver des solutions avec nos clients. Très bien, c'est très clair. Et justement, j'aimerais qu'on continue sur les actions que vous avez entreprises. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un changement de modèle, très clairement. L'écosystème, d'une certaine manière, se renforce avec une forme de solidarité naturelle qui arrive. On passe d'une ère en fait très transactionnelle, je vais le dire comme ça, à une ère beaucoup plus collaborative. Donc c'est souvent dans les crises d'ailleurs que les modèles se réinventent. Très concrètement, est-ce que vous avez des exemples en fait? Je pense que c'est intéressant aussi pour d'autres entreprises agroalimentaires de s'identifier et de se projeter aussi. Chacun a ses actions, chacun a sa manière de réagir. De votre côté, quelles ont été des actions très concrètes que vous avez pu mener avec vos propres sites, vos collègues, mais également avec vos partenaires externes, fournisseurs, clients? Avez-vous des exemples à nous partager? Un exemple bon, il y a eu la flambée des matières, mais on a eu aussi des crises de qualité ou autre. Et je pense à une crise qu'on a eue à l'automne, qui était la crise de l'ETO sur certaines matières. Et je pense à la gomme de Zangtam, qui est un épaississant qui historiquement est fait en Chine. Et c'est l'approvisionnement majeur. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que en Chine, ils n'ont pas les mêmes standards de qualité, et que ça peut devenir un gros problème. Et donc ça, c'est un petit exemple, mais aussi de ce qu'on est en train de vivre actuellement sur d'autres types de marchés. Donc très vite, il a fallu trouver de l'approvisionnement européen, local, renforcer des partenariats avec des fournisseurs de matières, je pense à Cargill notamment, trouver de l'approvisionnement France. Et tout d'un coup, ça change aussi les choses, c'est-à-dire que de dire stop à un fournisseur chinois qui rentre pas dans les clous et qui peut mettre en péril toute la chaîne de valeur, ça oblige à se réinventer. Donc tout d'un coup, on a une gomme France, on connaît le fournisseur, on sait aller en audit chez lui plus régulièrement, on peut innover et on peut aussi apporter de la valeur au produit. J'ai un autre exemple de ce type-là où sur les protéines végétales, il y a un problème de ressources. Mais à la fois, de l'autre côté, on sait qu'il y a une demande très forte locale. Donc, par exemple, chez Solina, on a toute une activité sur le veggie. Donc, on transforme cette protéine végétale en substitut égrené de viande, etc. Et c'est comment d'une contrainte, on fait une opportunité. Écoutez, à côté d'ici, en Bretagne, à Noyal ou à Lamballe, on a des producteurs qui font de la févrole. Pas d'intrants, pas besoin de beaucoup d'eau, qu'on peut certifier bio. Tout d'un coup, ça apporte de la valeur à, par exemple, je pense à la restauration collective qui, aujourd'hui, pour les repas de nos enfants, doivent aller chercher des repas bio, veggie, 1 à 2 fois par semaine. Et tout d'un coup, on arrive à créer un nouveau produit. D'une contrainte, on crée un nouveau produit qui est un produit sourcé France, local, qui aussi devient veggie. Et puis, by the way, il se trouve qu'il y a aussi de les tensions sur la filière bœuf. Et tout d'un coup, ça devient compétitif. D'apporter une protéine végétale en égrené pour aller faire des bolognaises ou autre. Et ça nous demande, avec, je pense à ce fournisseur-là, breton de Févrole, de travailler avec lui très en amont de la filière. C'est-à-dire que la demande est forte, donc il faut qu'il structure mieux son activité, que nous on l'aide, qu'on lui apporte de la visibilité, qu'on contractualise, qu'on lui donne la vision de ce qu'on veut faire sur la protéine végétale sourcée France, bio, dans la filière veggie. Ça change, même pour lui, je pense que ça change
son approche. Ou peut-être qu'avant, il vendait ses fèves sur le marché. Ce que devenaient les fèves, c'était peut-être pas un enjeu. Hein. Donc voilà. Donc, alors c'est du micro-exemple, hein, tu me diras, mais je pense que ça peut préfigurer certaines choses. Je fais un lien avec l'Ukraine. Bon, on parlera peut-être du colza, mais il se trouve que l'Ukraine est un gros producteur de coriandre. Et nous, on source beaucoup hein, de plantes aromatiques type coriandre. Le coriandre, on peut en faire en France. C'est pas un sujet. On peut aller relocaliser du coriandre en France. La transformation, ça demande un petit peu d'investir dans la transformation pour que le produit puisse être utilisé dans la filière agro. Mais c'est assez simple, hein, c'est à nous de le décider. Et dans des collectifs, ensemble. Tu parlais d'associations. Donc il y a plein d'associations où historiquement, hop, on prenait un siège dans ces assos. Je sais pas, nous on fait partie de European Spice Association, etc. Bon. Mais je pense que ça change aussi ces collectifs. Voilà, moi encore ce matin, j'étais dans un collectif qui s'appelle Faire Mieux, qui regroupe des distributeurs, Intermarché notamment, qui regroupe des PME, les acteurs de la filière agricole et tout. Et puis très concrètement, on peut se poser des questions de et si on remettait une filière coriandre en France. Bon, c'était pas le sujet du matin, mais ça pourrait être ça. Très intéressant. Tu disais, c'est un micro-exemple, mais je pense qu'il est révélateur des modes de fonctionnement qui changent et des réflexions et des approches différentes qu'on va tous avoir en fait, au travers de la filière. Ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas, enfin on ne doit pas, mais surtout on ne peut pas rester isolé. C'est un des sujets qui est majeur aujourd'hui et qui va être de plus en plus. De ton côté, Eric, est-ce que tu as d'autres exemples très concrets d'actions ou de collaborations que vous avez mises en place pour faire face à cette flambée des matières premières et tout simplement les tensions sur la supply chain? Alors, il y a plusieurs sujets dans la question. La gestion du risque et comment est-ce qu'on gère tout ça. Moi, je rebondis là-dessus avec aujourd'hui des filières qu'on a pu mettre en place avec l'amont agricole. Il y a plusieurs années de ça, pour ne pas la nommer, qui est la filière CRCHVE, où on s'est engagé avec les coopératives agricoles à prendre des volumes de blé et où on a découvert le fonctionnement des coopératives, les exigences qu'elles avaient il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avoir ce lien, en fait, ces contraintes qu'on a pu se mettre avec les coopératives agricoles, on se rend compte aujourd'hui que c'est un énorme avantage parce que ça nous assure le supply. Alors après, on ne parle plus de prix parce qu'on continue à être dans l'accompagnement, même si on est en prix de revient sur le blé, mais c'est encore un autre sujet. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'interconnexion et que l'interdépendance avec l'amont agricole, pour rebondir sur l'histoire de la coriandre, c'est un avantage compétitif. Ça donne de la visibilité aux agriculteurs, ça donne de la visibilité aux coopératives, et nous, ça nous assure le supply France. Voilà. Derrière, il y a l'agilité R&D, expliquer les contraintes dans lesquelles l'entreprise, le contexte dans lequel on est et comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos recétages. Comment est-ce que la situation ukrainienne qui, je ne vais pas faire paniquer tout le monde là, mais à fin mars, on n'a plus d'huile de tournesol lino. Comment on bascule sur l'huile de tournesol oléique? Quelle solution on peut trouver? Dans quel timing? Donc des exemples, on en a comme ça à l'appel, mais je pense qu'un exemple fort, et puis quelque chose qui revient quand même, c'est l'accompagnement fournisseur, comprendre les problématiques de ses fournisseurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Il faut rester calme déjà. Ça, c'est important. Il faut rester calme et il faut accompagner. Et du coup, l'accompagnement fournisseur, c'est une force. Parce que la contrainte, je rebondis sur ce que disait Thomas, la contrainte devient un avantage. Tu te lies plus à ton fournisseur. Et donc, ton fournisseur, il est encore plus à même de t'accompagner. Et donc, il est encore plus fiable demain et aujourd'hui. Et donc, la contrainte d'accompagnement devient un avantage parce que tu assures le supply à ton site. Et ensuite, en fait, c'est comme ça on redescend sur l'amont agricole, mais se lier à l'amont agricole, c'est s'assurer un supply. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, la sécurité d'approvisionnement,
le prisme du prix a basculé sur le prisme de la sécurité d'approvisionnement. Très clair. Merci Eric. Et nos clients dans tout ça? Nos clients, distributeurs notamment, le client final également. À nouveau, on parle de changement de modèle, de collaboration, de se réinventer. Mais bien évidemment, on vend des produits, on vend des services à des clients. Quelles sont les évolutions ou quelles sont les discussions que vous avez avec vos clients? Quelles sont les perspectives? On sait en fait, juste, alors c'est pas par un goût de provocation, mais on sait que les négociations souvent avec la grande distribution sont relativement intenses pour beaucoup d'industriels. On est dans une configuration qui est inédite aujourd'hui. Et j'aimerais comprendre pour Solina, pour Agro-Mousquetaires qui est un positionnement particulier, quelle est la relation avec les clients et comment vous accompagnez les clients? Je pense que déjà, le Covid, 2020 a changé les choses. C'est-à-dire que dans la relation achat, c'était la continuité alimentaire, capacité à délivrer, etc., qui était un gros sujet. Donc ça nous a un peu préparés déjà. On était déjà un petit peu plus préparés. Après, nous, on est dans un modèle Solina qui est un peu particulier. C'est que comme on fait tout sur mesure, un client vient nous voir avec un brief. 4-5 jours après, il faut qu'on lui délivre la recette, les premiers échantillons, etc. Sur la base de matière où on a un cycle long. C'est-à-dire que le poivre au Vietnam, les oléagineux, etc., ce sont des cycles de 8 mois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait anticipé des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc ça veut dire qu'on a un approvisionnement en amont, des stocks dans l'ensemble de nos pays, aussi avec un approvisionnement très local qui nous protège un peu. Et ce qu'on a fait, c'est que quand on a eu les signaux faibles et puis après des signaux forts de l'inflation des matières, très tôt on a été en discussion avec les clients, même si on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. En disant, là il se passe des choses, on ne connaît pas encore les montants ni quoi. Notre priorité c'est garantir la qualité, l'approvisionnement, mais sachez que cette discussion, il va falloir qu'on l'ait régulièrement. Donc très tôt, dire les choses. Et très tôt être clair sur les objectifs qu'on veut atteindre ensemble. Et après, plus on est en anticipation, plus on ouvre le champ des possibles en termes de solutions. Donc ça peut être des solutions R&D de reformulation, de se dire, là on a un problème, mais du coup il faut qu'on regarde différemment le produit qu'on développe ensemble. Ça peut être après aussi des solutions commerciales, c'est-à-dire que revoir l'accord qu'on avait, c'est-à-dire que ça peut changer le périmètre. Est-ce qu'on va sur un accord pluriannuel parce qu'on a un pic à prendre, mais après on se donne des accords de revue parce qu'on espère que ce pic ne restera pas aussi fort. Donc plus on est en amont, plus ça permet effectivement de s'ouvrir le champ des possibles sur regarder différemment la relation. Ça peut être changer la formulation du produit, ça peut être se donner plus d'options dans le contrat. Très bien. Eric, forcément, je te pose la question. Elle est pour moi après. Tu as un client notamment que tu connais très bien, mais tu en as d'autres, je le sais aussi. Quelle est la relation avec tes clients aujourd'hui? Je vais rester humble sur la relation avec mon propriétaire et puis mon client. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir pour vous dire que on est à l'orée de changement de modèle. Je veux rebondir sur ce que dit Thomas, c'est la modification de recettage et puis la modification contractuelle. Aujourd'hui se pose la question, au-delà de ça, de la valeur. L'inélasticité d'une chaîne de valeur aval, on est en train de changer de ça. Ça va être compliqué de tenir ça, voire c'est plus possible. Donc aujourd'hui se pose clairement, et il faut savoir se dire les choses, et se dire les choses en toute honnêteté. Aujourd'hui, il faut recréer le modèle. C'est ça qu'on est en train de dire. Et c'est ça qui va être passionnant. Je vais rester positif. Qui va être passionnant, c'est ça qui va être magique, c'est qu'on va devoir réécrire, pas sur une page blanche, mais aujourd'hui il faut recréer le modèle de la répartition de la chaîne de valeur. C'est des grands mots, mais aujourd'hui on en est là, et il faut, pour la pérennité de nos entreprises, pour la qualité, pour la continuité de la livraison, il faut retrouver des équilibres pérennes.
Très clair, merci. Ce sont des grands mots, mais en même temps, on y est. Hein. On est dedans, on est tous dans ces discussions. Je pense qu'elles sont fondamentales. On doit tous aller ensemble dans la chaîne de valeur en fait, sur ce changement de modèle. Et il est clair aussi que la garantie de succès, c'est d'avoir un alignement, non pas parfait, mais quand même consistant sur cette chaîne de valeur. Merci pour ces témoignages, c'est extrêmement intéressant sur ces plans d'action. Je voulais juste revenir sur la fonction achat. Évidemment, la fonction achat, alors je représente aussi le CNH ou même acheteur. On est un peu sous pression quand même, hein. On ne va pas se le cacher. Les acheteurs, on est très fortement sous pression. On aime ça, certes, mais quand même. Le métier achat chez vous, alors Eric, toi tu vas parler pour toi et tes collègues, et Thomas pour les équipes achats. Qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il traverse? Est-ce que également ce métier est en train d'évoluer et quelles sont les attentes de vos organisations vis-à-vis des acheteurs? Thomas. Bien grande question. Ouais, nous on a des acheteurs locaux hein, qui sont par catégorie. Donc là, à Bréal, on a des équipes achats, mais on a aussi des équipes groupes où on a des catégories managers. Donc eux, c'est comprendre les marchés, prendre les informations, essayer d'avoir de la projection. Et eux travaillent aussi avec des équipes R&D hein, pour être très liés aux produits parce que l'acheteur, c'est pas un cahier des charges, on lui envoie un mail et il donne. C'est-à-dire que l'acheteur, faut qu'il comprenne le produit fini, il faut qu'il goûte, il faut qu'il comprenne les alternatives. Et donc, par rapport à ce modèle où nous, on est très local dans les achats, mais supporté par des équipes mondiales, essentiellement européennes, il faut qu'ils interconnectent en permanence. C'est-à-dire que, je ne sais pas, exemple d'hier, une problématique de stock en France, nos équipes roumaines ont un sourcing spécifique, intéressant, qui change un peu les specs, mais du coup c'est là où il faut être agile avec les R&D. Ok, est-ce qu'ils nous dépannent? Est-ce qu'ils ont une route sur l'Ukraine? Bon. Donc aujourd'hui l'acheteur, il est alors, forcément dans cette agilité, dans la compréhension de son environnement. Il faut qu'il soit très centré sur le client, comprendre le produit fini de manière très forte. Et je reviens à mon sujet sur les process, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de s'engager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce moment-là, il faut prendre des décisions dans l'heure. Un acheteur, il faut qu'il soit capable d'engager la boîte sur 500 tonnes, là, tout de suite, parce qu'il sent que le truc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors qu'avant, peut-être qu'on lui disait, alors, avant de s'engager dans 500 tonnes, déjà à partir de 50 tonnes, tu demandes... Enfin, ça doit exister dans plein de boîtes, des trucs comme ça. Donc une prise de risque, pardon de couper, donc une prise de risque également. Eric? Moi, je vais rebondir sur l'agilité. Aujourd'hui, l'acheteur, c'est quelque part un conseiller de la R&D, c'est le conseiller de la qualité, c'est le conseiller de la supply chain. On est devenus des accompagnateurs et moi, je rebondis sur le produit fini. C'est obligatoire de bien comprendre ce pourquoi tu achètes et où ça va. Et je vais aller plus loin sur le process. Le process, c'est... Moi, je passe du temps dans mes usines, je passe du temps à aller sur le terrain pour comprendre les problématiques de mes lignes, comprendre pourquoi ça va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, une compréhension process, le produit, et derrière, comment on peut être agile avec la R&D à trouver des solutions. Donc, en ça, le métier, il évolue fortement. On va parler quand même un petit peu aussi d'informatique. C'est un métier qui doit ou est déjà digital. Ça dépend des entreprises. Nous, on est relativement humble là-dessus. On a un peu de chemin à parcourir chez Agro. On part un peu d'un niveau différent des autres. Mais aujourd'hui, et puis une décision aujourd'hui, les temps de décision se sont sacrément raccourcis. Et aujourd'hui, je crois que le maître mot, c'est adaptabilité. Et ça crée aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me venait en tête là, le phosphate. C'est passé, ça a été multiplié par 3,5 tout d'un coup en octobre, novembre. L'acheteur, il peut être apporteur de solutions s'il a compris
le produit fini. C'est-à-dire que, et en plus créer de la valeur. C'est-à-dire que aller trouver des substituts de phosphate parmi ces fournisseurs qui ont des propriétés qui pourraient, etc., se mettre dans une démarche d'innovation, ça nous oblige à ça. Et moi, je suis convaincu que ça va nous faire franchir des étapes. Typiquement sur le phosphate, et même j'espère que cette crise va nous faire passer de l'autre côté du miroir sur des solutions plus naturelles, avec des propriétés aussi intéressantes, parce qu'on y est obligé, et que si on ne mêle pas cette contrainte avec une logique de valeur et d'innovation, bon, on traite un problème à court terme, hein, tu vois, mais je suis assez optimiste. Ouais, non, mais je partage. Il ne vous a pas échappé qu'avec l'emballé du prix du gaz, on vit des problématiques sur les engrais. Se pose la question du rendement agricole. Je vais parler d'un truc qui m'est cher, qui est le blé. Et donc, derrière, de la protéine. Aujourd'hui, pour faire des buns, pour faire du pain, on a besoin de protéines. Une problématique de demain peut devenir une valeur ajoutée. Comment est-ce qu'on arrive à faire du pain avec des farines moins protéinées ? Le process, comment on réfléchit à ça? Et donc, c'est aussi comment on entraîne un petit peu toute la dynamique R&D sur les problématiques que l'on a, qui peuvent devenir demain des produits qui vont créer la différence. Parce que vous apportez des solutions. Tout à fait. Alors je vous rejoins complètement et j'aime beaucoup aussi ce discours positif. C'est vrai que les acheteurs, ces derniers mois, on était quand même porteurs de mauvaises nouvelles. Il faut l'avouer. À chaque fois que j'entrais dans une salle de réunion, personnellement, c'était regardez, qu'est-ce que tu vas annoncer, Anthony? Bon, et ça continuait et à chaque fois ça changeait, ça évoluait. Mais c'est clair que dans ce contexte de crise, en fait, dans tous les cas, nous sommes forcés de trouver des solutions. Mais également, c'est aussi une compétence, on va dire, de l'acheteur, c'est d'être agile. D'être agile et finalement de faire d'une crise, d'un risque, d'un manque, une opportunité. Alors après, il faut aussi, quelque part, bouger un peu les organisations, bouger un peu les mentalités. Mais il y a clairement cette capacité à pouvoir proposer des solutions qui est extrêmement intéressante. Et ça nous permet aussi pour les acheteurs de sortir un peu de cette gestion de la résilience uniquement et la mise sous tension, il faut le dire, pour être aussi pourvoyeur de solutions. Très bien. Donc, c'est extrêmement clair. Tu as cité l'Ukraine. Bon, évidemment, on est tous bien informés du contexte. Au-delà du drame humain en fait, qui se joue aujourd'hui en Ukraine, il y a des impacts colossaux sur l'ensemble des marchés. Le professeur Chalmin l'a évoqué de manière très claire. On est dans une boule de cristal. Aujourd'hui, on se pose tous la question, qu'est-ce qui va arriver à court, moyen terme? Quels vont être les impacts? Si l'énergie est à 300, 400%, si l'énergie est en raréfaction, comment va-t-on faire? Ce sont des engrais, mais ne serait-ce que pour faire tourner les usines. Le prix du blé, qui est également aussi explosé, je pense que Eric, tu pourras nous reciter. Les huiles également. Alors, moi, chez Robsnack, j'achète beaucoup d'huile. Et d'ailleurs, je salue mon équipe qui est toujours au combat, on va le dire, pour trouver des solutions. Comment va-t-on faire? Et là, j'aimerais avoir également votre vision spontanée, fraîche, parce qu'on est en plein dans la crise, de ces prochaines semaines, ces prochains mois, compte tenu de cette incertitude, de cette volatilité. Comment voyez-vous les prochaines semaines, voire les prochains mois, si vous arrivez à voir au-delà des prochaines semaines? Challenge. C'était la question piège. Alors d'abord, on va jouer l'humilité. Le marché, les achats, c'est quand même... en tout cas, le marché, c'est l'école de l'humilité. Là, on est en train de quand même d'empiler les pièces. Géopolitique, énergétique, transport, aléas climatiques, Green Deal européen. Enfin, je peux les mettre d'une par une. Et on nous dit, ça va où? Donc, on est dans un environnement incertain. L'environnement incertain, c'est quelque chose qui crispe les marchés. Et quand les marchés sont crispés, les marchés montent et on se rationne et on continue. Donc, bon, où est-ce qu'on va? C'est une bonne question à laquelle il y a plusieurs scénarios. En tout cas, je vais parler un petit peu du marché du blé pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, on a des marchés blé qui sont impactés par l'arrêt d'un player qui est l'Ukraine. On a une Europe qui va devoir prendre le relais du marché ukrainien pour alimenter l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.
On a donc, un supply qui va devenir de l'Europe de l'Ouest, et on a une incertitude sur le rendement ukrainien sur la prochaine récolte. On en a plein des incertitudes, mais aujourd'hui on a une incertitude sur l'offre de façon globale. On a une demande qui croît de 10 à 15 millions de tonnes par an, et on a une offre qui est incertaine. Donc dans cet environnement-là, le marché ne peut pas baisser, puisqu'il ne sait pas en fait quelle va être la capacité à faire circuler les matières et l'offre disponible. Donc à partir de là, aujourd'hui, sur jusqu'à la nouvelle récolte, aujourd'hui, le blé ne peut pas baisser. C'est très clair. C'est très clair. Thomas? Alors, bon, moi j'aurais du mal à me projeter. En tout cas, la façon dont on s'y prépare, toujours pareil, hein, c'est essayer de penser un peu différemment. C'est-à-dire que si j'ai pas d'huile de colza, qu'est-ce qu'une huile de palme, une huile de coco ou autre peut m'apporter? Comment j'accompagne aussi le client dans son process industriel? Je vais sortir une idée qui est juste purement imaginaire, mais le bain de friture des chips, demain on est sur du air frying. Qu'est-ce que ça change moi dans mes apports de seasoning, hein, d'aromatisation sur les chips? Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas seulement moi avec mon problème, c'est si je dois changer mon mode d'approvisionnement et surtout ma nature d'approvisionnement de matières premières, il faut que je le pense avec le client. Parce que lui, il va peut-être changer son process aussi. Et donc, du coup, il faut que je l'accompagne avec les technico-commerciaux qui vont en usine, chez le client, en bout de ligne, qui font des tests, qui travaillent ensemble. Donc, en tout cas, je n'ai pas de prévision de marché, mais ce que je sais, c'est que ça, c'est un truc forcément qu'on va renforcer pour être prêt. Et ce qu'on sortira de ça, ça changera durablement, je pense, la façon d'opérer. Hein. Et après, juste peut-être des trucs très court terme. Hein, c'est comment, j'ai plus d'huile en Ukraine, ça sort plus. Le Canada est le 3e producteur mondial. Super. Il y a des sociétés Solina au Canada et en Amérique du Nord. Les gars, on les a dit, bon, ok, vous y allez. Vous cherchez partout sur le marché, vous nous aidez, vous avez certainement des connexions. Et comment j'ouvre une nouvelle route pour aider l'Europe à partir du Canada? C'est bon, très court terme. Là. Mais est-ce que ça veut dire qu'au final du final, dans les linéaires, les produits peuvent changer? Et autrement, des huiles différentes, des alternatives de céréales. Alors, je ne sais pas tout ce qui peut être possible, mais est-ce que vous anticipez que les distributeurs aient à proposer en fait des alternatives aux produits que nous connaissons aujourd'hui? Oui, oui, c'est le cas. Et c'est là où il va falloir que cette agilité, ça soit aussi une réalité dans la réglementation et aussi les standards. C'est-à-dire que si demain, parce qu'il y a marqué huile de tournesol sur un produit, si on veut avoir de la continuité alimentaire, en 2 semaines, on peut passer peut-être sur une autre huile. Il va falloir que le législateur, etc., nous aide à avoir cette agilité de pouvoir modifier aussi nos recettes et que le consommateur comprenne que ça peut évoluer. Hein. Très bien. Ce que je me permettrais d'ajouter, là je change de casquette en tant que directeur achat Europe Snack, c'est également, on revient sur ce qu'on s'est dit, mais c'est l'anticipation. On va anticiper des événements qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. La priorité absolue, c'est le client. Chez Europe Snack, nous aujourd'hui, on a vraiment dédié, et on le fait toujours en fait, mais dans ce moment de crise, comment sécuriser nos clients. Ça passe par des alternatives, ça passe par de la réflexion, ça passe par un dialogue, mais c'est clairement la priorité absolue, quitte à prendre des risques extrêmement tôt, à nouveau, sachant qu'on est dans cette boule de cristal. Donc c'est un peu le challenge qu'on a tous aujourd'hui, mais en tout cas ce que j'entends, moi j'entends aussi pas mal beaucoup hein, dans vos témoignages de notes d'optimisme. Je sens une dynamique aussi qui est là. Ce modèle se réinvente, il est riche. Il va un peu, je pense, briser aussi le carcan dans lequel on peut être enfermé quand on est, en tout cas dans les achats, c'est-à-dire le cost killer transactionnel, qui met la pression sur ses fournisseurs en permanence, qui n'est que fixé sur le prix,
Tiens, parlons-en d'ailleurs du prix, en fait. Aujourd'hui, on négocie sur les prix, on négocie sur les disponibilités. Sur quoi on négocie aujourd'hui pour vos sociétés? Eric, toi dans les achats, est-ce que finalement le prix se passe après? Aujourd'hui, le modèle de fonctionnement, il reste contractuel. Après, aujourd'hui, bien sûr que la disponibilité, la capacité à être livré, aujourd'hui, le curseur a évolué. Les contrats restent les mêmes on va dire, dans la rédaction. Mais aujourd'hui, la capacité à livrer et la qualité passe au premier plan, parce que tu l'as dit très justement. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite et ce pourquoi le curseur a été placé au milieu, c'est la capacité et la résilience à livrer le client. Donc on en est là. On en est là. Malgré tout, il faut quand même pas oublier qu'on reste dans un monde économique et qu'il faut trouver l'équation. Voilà. Très bien. Thomas? Ouais, de réflexion. Je pense qu'il faut penser moyen et long terme. C'est-à-dire que ça peut coûter à l'entreprise à court terme, mais il faut s'inscrire sur le long terme. Donc, si j'arrive pas à répercuter toutes mes hausses, comment je transforme à plus de valeur demain? Bon, et ça, c'est quelque chose. Après, c'est aussi faire des vrais choix en interne. Hein. C'est-à-dire que il se trouve que sur toutes nos activités comme on source énormément d'ingrédients partout dans le monde, on avait un peu d'activité de trading. On l'a arrêté, cette activité. C'est-à-dire que ça faisait pas de sens. C'est pas le cœur de notre métier. Notre métier, c'est de servir un client avec un produit sur mesure, etc. On a arrêté cette activité-là parce que il fallait qu'on ait la matière et qu'on se concentre là où on peut créer de la valeur. Donc c'est aussi ces genres de choix d'entreprise. Très clair. Alors, on a les annonces pour le déjeuner également qui sont en direct, donc ça tombe bien. Très bien, c'est très clair. Une question relativement simple, parce qu'on a aujourd'hui, on est sur le CFIA, beaucoup d'acteurs, je pense, qui peuvent s'identifier à ce que vous nous avez, à vos témoignages, à ce que vous vivez et à vos propositions. Idem pour moi d'ailleurs. Quelles seraient vos recommandations très claires, très concrètes, ou quels seraient aussi tout simplement les pièges à éviter que vous ressentez vous pour faire face à cette crise? La bonne direction, les bons conseils ou les pièges à éviter? Déjà, il ne faut pas rester seul face à ces problèmes. On a la chance de travailler dans une belle équipe achat et avec des managers. Il faut en parler, il faut pouvoir communiquer. On a parlé de clients, mais on n'a pas beaucoup parlé d'équipe. Et là, je pense qu'il faut qu'on parle d'équipe parce que moi, j'ai la chance et j'en ai un dans la salle. Et j'ai quelqu'un qui fait partie de l'équipe achat d'Agro. C'est un soutien au quotidien important. Nos managers, bien sûr, pour présenter les problématiques et prendre des décisions ensemble et partager. Et il y en a plus dans trois têtes que dans une. C'est relativement simple à dire, mais c'est assez vrai quand même. C'est assez vrai. Voilà. Déjà, c'est assez intéressant ce type de crise, dans le sens où ça nous met devant notre organisation. Est-ce que l'organisation est pertinente? On a parlé d'agilité, on a parlé de capacité de décision. Est-ce que notre organisation elle est pertinente lorsqu'il faut évoluer et faire que le service achat ou que Pierre-Paul Jacques il puisse décider vite? Donc est-ce qu'on a, alors c'est des grands mots, mais est-ce qu'on a un cadre de gestion qui nous permet de sécuriser l'acheteur dans son fonctionnement? Est-ce qu'on a le reporting associé? Est-ce que ça sert à quelque chose? On l'a dit tout à l'heure, on a arrêté une activité, on s'est recentré. Et alors là, c'est pareil, sur le mode de fonctionnement. Donc ça amène en tout cas, moi, sur une réflexion sur le mode de fonctionnement et sur du recul de cette fonction. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'aujourd'hui, l'acheteur, il évolue dans un cadre dans lequel il est confort? C'est une très bonne question et je pense que les prochaines semaines, les prochains mois vont nous aider aussi à y répondre. On va, je pense, aussi apprendre en marchant, très clairement, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. En fait, vous avez remercié les agriculteurs, vous avez remercié les partenaires externes, mais c'est clair que c'est un vrai travail d'équipe. On ne peut pas avancer, en tout cas nous, dans la fonction achat, sans nos collègues de la R&D, de la production, la qualité, et dans un mindset, dans un état d'esprit qui est très très différent en fait. Donc il y a un vrai travail d'équipe et à nouveau, c'est dans cette adversité en fait qu'on renforce la cohésion. Et si, je me permets ce mot, mais si la culture entreprise ne le favorise pas, ça ne marchera pas. Donc clairement, c'est aussi un test de résilience sur les organisations en fait qui se joue en ce moment.
Thomas, de ton côté? Ouais, bon, je suis forcément d'accord avec Eric, hein, et il y a un truc qui me venait en tête, c'est que, par exemple, chez Solina, on a fait des exercices sur les changements climat. Hein, donc, et du coup, l'idée que j'avais en tête, c'est qu'il faut qu'on soit très proche des équipes, très court terme, mais qu'on ait un peu la vision d'après. Et quand on fait tourner des modèles sur les changements climatiques, on se disait, OK, alors dans 10 ans, le bassin de production des oignons en Égypte, ça va devenir compliqué, donc anticipons à 10 ans. Et en fait, tous ces modèles qui pouvaient nous paraître assez loin. Et moi, je me souviens, les études qu'on faisait, etc., il y a un peu plus d'1 an, on le faisait parce qu'on est engagé sur la partie RSE, etc., mais ça nous semblait assez loin. Tous ces sujets-là, en fait, là, la crise actuelle, on est dedans, dans ces grands choix de qu'est-ce qui doit bouger, etc. Et je pense qu'il faut faire ces choix aussi en conscience. Hein, c'est-à-dire que les choix d'achat, si ça peut servir anticiper demain, on sait qu'on va avoir des tensions par rapport à la RSE, hein, très court terme. Est-ce que je fais des concessions, etc. Bon. Mais il faut penser au coup d'après, être sûr que aussi les choix qu'on fait là, obligés, contraints, ils nous servent et ce sera un avantage compétitif de demain. OK, oignon, Égypte. Je renforce la filière France, je sers demain. Et je sers la RSE. Super. Vous voyez, donc l'acheteur, il doit être là, au combat, très, très court terme, et avec, OK, qu'est-ce que ça m'active comme avantage compétitif pour demain? Très clair. Merci messieurs pour vos témoignages. J'essaie de regarder l'heure. Je pense qu'il nous reste un petit... Oui, -10, -5. Alors vous n'avez pas la même heure. Donc mais je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nous avons une question. Bonjour à tous. Nous sommes une boulangerie industrielle sur Paris. On travaille sur du pain à façon. On fournit de la restauration collective, de la restauration de hôtels, restaurants, brasseries, etc. Pour l'impact sur le blé, vous avez parlé de la prochaine récolte, donc septembre 2022. Est-ce qu'on a intérêt à bloquer sur plus linéaire sur septembre 2023? Aller jusqu'à bloquer entre septembre... Jusqu'à quel terme on peut bloquer pour aligner un peu le prix. Et il y a une chose dont vous n'avez pas parlé qui va avoir un gros impact sur le prix des matières, c'est aussi le coût du transport avec le gasoil qui flambe. Je pense que les transporteurs vont pas pouvoir maintenir leur prix de transport et quel impact ça va avoir sur nos relations avec les fournisseurs. Alors, je te laisse répondre, Eric, évidemment. Sur le blé, bon, il est évident qu'on n'a pas pu lister l'ensemble des postes de coûts en fait, qui explosent. Mais sur le pétrole, tout à fait, vous avez entièrement raison. Exactement. Mais pour faire très simple, je pense que je ne connais pas un poste d'achat qui n'augmente pas. Voilà, je vais faire très simple. Je les cherche moi aujourd'hui. Donc, exactement. Non, pas parler des packaging. Tout à l'heure, j'ai rencontré d'autres fournisseurs de packaging. C'est clair que le sujet est extrêmement tendu. Pour le carton, vous le savez tous. Pour les plastiques également, les résines qui explosent et qui sont liées aussi au prix du pétrole. En effet, on a également, alors vous n'entendez pas monsieur, mais je vais répéter, il y a déjà des camions qui ne roulent plus. En effet, on a des ruptures en fait, liées au prix du gazole qui s'ajoutent à la crise aussi qu'on avait déjà sur la disponibilité chauffeur. Enfin, il y a pas mal de sujets qui sont là. Mais je vais quand même te laisser répondre, Eric, si tu veux, sur le blé. La question est technique et elle t'est adressée. Merci. Alors, une réponse en 2 temps. Une réponse d'abord sur les marges de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut raisonner marge, Rex. Aujourd'hui, ça passe. C'est relativement basique comme réponse. En dehors de comment le marché du blé évolue et comment vous arrivez à acheter vos farines. Comment? Oui, non, mais je vais aller sur le marché du blé après. Je parle d'abord de votre entreprise et de comment on gère... Oui. Normalement, on achète à l'année, sauf cette année. Alors, avant d'aller sur le marché du blé,
Je vais d'abord parler du pilotage du PRI. Si le PRI permet de dégager la marge dont vous avez besoin ou que l'objectif dont vous vous êtes donné, qui équivaut à avoir une forme de gestion de risque ou dans un cadre de gestion qui est le vôtre, il faut avancer. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, là, après, pour aller sur le marché du blé, là, il y a quand même, on est dans la boule de cristal. Je peux vous parler de la récolte 21, vous parlez de la récolte 22, et je n'ai pas le numéro de Vladimir. Voilà, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une incertitude sur l'offre, sur la récolte 22, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, enfin, en gros, on ne sait pas très bien où on va, qu'aujourd'hui, on a des volatilités qui sont démentielles. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on ne sait pas trop où on va. Dans un environnement où on ne sait pas où on va, quand on est capable de sécuriser. Je ne vous ai pas beaucoup aidé. Non, mais bon, où est la sécurisation? Est-ce que c'est septembre 22, septembre 23 voilà, quoi. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le niveau de la R22 en équivalent 300, je vais la faire à la louchette. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le Moyen-Orient aura besoin du blé français sur la fin de la récolte. Ça veut dire que ça va entraîner la nouvelle récolte et qu'aujourd'hui, le gap de 100 € qu'on a entre les deux récoltes, il va se réduire. Et que la R22, elle ne va pas baisser, pour l'instant. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. Voilà. Voilà, donc un conseil très concret. Allez-y. Conseil d'Éric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, juste devant. Merci. Je suis Daniel Rocher, le président du syndicat national de la restauration collective des PME. Et moi j'observe une chose, c'est qu'effectivement la sécurisation c'est très important et on le professe depuis un certain temps. Sauf que le consommateur final, qui est l'acheteur public, lui ne veut pas payer plus cher. Comme parfois le consommateur final, comme moi. Et donc là, il y a un vrai problème aujourd'hui en France où, du fait des indices INSEE notamment, le consommateur final, qui est l'acheteur public, dit « moi, les prix, ils restent comme ils sont, même avec la loi Egalim, même avec les augmentations de prix de matières premières, parce que j'ai un contrat public qui dure pour un an. » Donc c'est très difficile, effectivement, aujourd'hui, on parle de sécurisation, mais seulement en matière de prix final, c'est très compliqué. Nous, dans la restauration collective, aujourd'hui, les indices INSEE sont négatifs. Donc le client final, c'est-à-dire l'acheteur public, nous paye moins qu'en 2019. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà. Donc j'ai du mal, effectivement, à suivre le discours aujourd'hui, qui consiste à dire, bah, effectivement, on sécurise, souveraineté alimentaire, etc., à condition que le consommateur final, c'est-à-dire l'acheteur public, paye le vrai prix, c'est-à-dire le juste prix. Après, on a aussi parlé de réinventer les modèles. Là, vous nous parlez du monde, je sais pas, enfin c'est des grands mots, mais du monde d'avant quand même. Donc aujourd'hui, on n'a pas dit que, enfin, moi, j'ai pas dit que j'avais toutes les solutions et je suis très humble par rapport à tout ça, parce que c'est très complexe, parce qu'on est beaucoup dans la chaîne. Et parce que ça veut dire aussi parler de répartition de valeurs différentes. On est peut-être à la fin, et je vais aussi en parler en toute humilité, à la fin d'un modèle agroalimentaire qui a peut-être pas mis la valeur suffisante sur le produit. Thomas, il a parlé très justement du produit. On est en train de remettre le produit au centre du débat. Et le produit, il a une valeur. Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on n'entend pas ce débat sur le... Alors, on dit que le pétrole est cher, on dit que l'essence est chère. Mais 2 € le litre, bien sûr que tout le monde râle. Mais il n'y a personne qui dit ça reste à 1 € le litre. Ben voilà, on paye la valeur. On paye la valeur. Alors certes, on peut parler des taxes autour du pétrole, qui est un vieux débat, mais on paye la valeur de la réalité de la valeur des choses. Donc aujourd'hui, on est en train de remettre le débat autour de la réalité de la valeur des produits agroalimentaires. C'est ça qu'on est en train de dire. Et ça, c'est un débat qu'on peut pas, c'est un défi qu'on ne peut pas relever tout seul. C'est toute la chaîne qui doit relever ce défi-là. Donc aujourd'hui, on a ouvert une porte. Je vous aide pas beaucoup là, mais... Non, enfin, on a ouvert une porte, mais clairement, c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit bouger. Et là, je vous rejoins aussi complètement. Après, il y a des situations différentes, des contrats publics, privés ou autres. Clairement, on ne peut pas rester dans une situation de relations professionnelles telle qu'on l'a connue ces dernières années. La volatilité, l'incertitude font qu'aujourd'hui, on a
des paramètres de l'équation qui ont complètement changé. Et on doit, avec nos clients, mais également avec le client final, ce qui est important aussi, hein, il y a une forme d'éducation et de sensibilisation sur le fait que les produits ont changé. Je posais la question sur ce qui peut se passer en linéaire. Les prix également vont changer et qu'il faut absolument et de manière impérative répartir la valeur. Je pense qu'on a tous entendu en fait les cris de désespoir, on peut le dire, de certains agriculteurs aujourd'hui, qui sont dans une situation extrêmement compliquée et qui ont ce besoin primordial en fait de pouvoir retranscrire la valeur. Aujourd'hui, ce sujet, il est autour des pour les éleveurs, quoi. Là, il y a un sujet critique pour les éleveurs. Et puis le consommateur, en fait, quand on regarde la part des dépenses alimentaires sur la consommation des ménages, elle a fait que de baisser hein, d'année en année depuis 30 ans. Et la pyramide de Maslow, elle a changé. Hein. Mon besoin primaire, c'est d'avoir mon téléphone, c'est de ceci, etc. Donc le sujet qu'on pose d'un point de vue consommateur, c'est est-ce que cette pyramide, elle va changer? Est-ce que le consommateur, pour avoir une restauration collective de qualité, aussi engagée, qui donne du sens peut-être dans toute la filière, etc., ou lorsqu'il va chez un producteur commerçant, est-ce qu'il est prêt à rogner, à changer ses priorités par rapport à d'autres types d'achats? Moi, j'ai été très marqué pendant le Covid sur comment les chaînes de valeur bougeaient. Tout d'un coup, il y avait des choses qui n'étaient pas importantes avant, qui sont devenues importantes dans la consommation des Français, leur consommation de proximité. Nous, on a une activité avec les bouchers indépendants hein, qui ont bénéficié de cette relation de proximité, de qualité, de relations sociales, etc. Bon, ça a bougé le curseur pendant le Covid. Voilà, donc le sujet que vous posez, c'est qu'est-ce que le consommateur est prêt à payer et surtout ce qu'il est prêt à arbitrer demain. Mais c'est à nous de lui montrer qu'aussi il y a de la valeur. Mais enfin, j'espère que ça changera un peu. Tout à fait. Je vois l'heure, à moins qu'il y ait une dernière question rapide. Une fois, deux fois, trois fois. Très bien. Adjugé. Merci énormément Thomas et Eric pour vos témoignages, pour vos partages très concrets, très transparents et authentiques hein, de ce que vous traversez et ce que vous mettez en place. Moi, je retiens quand même cette note aussi d'optimisme, parce que clairement, on a besoin de changement de modèle. Vous l'avez mis en place. Ça va porter ses fruits, j'en suis sûr. Donc encore merci pour vos témoignages. Merci. Merci beaucoup.